Bonjour à toutes et tous. La colonisation française en Algérie a été un crime contre l'humanité, a dit le candidat Macron à la présidentielle en 2017. Et puis, un peu après, le président Macron a parlé de la relation de la France avec l'Algérie comme d'une longue histoire d'amour, certes avec quelques côtés tragiques. La place de la politique mémorielle, la politique de la mémoire historique, des mémoires historiques douloureuses, a pris des proportions tout à fait étonnantes sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas, ceci dit, une nouveauté que cette importance de la mémoire dans le champ politique, c'est l'objet de ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Après l'Algérie, il y a eu le Rwanda, le Cameroun, Madagascar, maintenant Haïti. L'agenda mémoriel du président Macron est extrêmement chargé. Je reçois, pour parler plus largement de cette question mémorielle, du rapport des historiens à cette question, de ces enjeux politiques, deux historiens. Thomas Deltombe, qui est éditeur, chercheur indépendant, qui a publié en particulier sur la guerre du Cameroun. Tu as été, Thomas, un pionnier pour l'histoire de cette guerre oubliée que François Fillon, Premier ministre, ne connaissait pas, dont il ignorait l'existence, et qui a fait l'objet, très récemment, d'une commission d'enquête conjointe par les autorités camerounaises et française, donc, autour de la mémoire de cette guerre terrible qui a mis en place le régime actuel. Tu as publié récemment, et tu es venu pour une grande hache aussi, un travail sur François Mitterrand et l'Afrique, car François Mitterrand a réussi à se faire passer pour un grand indépendantiste, un grand décolonial. Et puis, tout récemment, un très bel article que je conseille vivement dans Le Monde diplomatique, qui s'appelle « Les biscuits mémoriels d'Emmanuel Macron » et qui porte aussi bien, comme le titre l'indique, sur des enjeux politiques brûlants et même polémiques d'aujourd'hui, que sur le fond, sur cette question de la mémoire de la colonisation, entre autres auprès des populations qui sont issues des pays colonisés. Sébastien Ledoux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici, historien également, maître de conférence à l'université d'Amiens, Jules Verne d'Amiens, l'université de Picardie. Vous êtes spécialiste des mémoires depuis longtemps. Vous avez travaillé sur le principal objet mémoriel, au fond, depuis les années 80-90, enfin peut-être celui qui prenait le plus de place dans le débat public, à savoir le judéocide, ce qu'il est convenu d'appeler la Shoah depuis Lanzmann. Cette question-là étant une partie importante de la question générale du devoir de mémoire qui faisait l'objet de votre premier livre. Vous avez travaillé sur le récit national, d'un autre côté. C'est aussi, bien sûr, une forme de la mémoire, la forme dominante même. Et puis, vous êtes tourné depuis quelques années sur les questions mémorielles concernant la colonisation. Vous avez publié notamment avec Paul-Max Morin un livre qui s'appelle « L'Algérie de Macron, les impasses d'une politique mémorielle ». Et puis, tout récemment, un article que je recommande également, très très intéressant, dans la revue 2021, revue d'histoire. C'est accessible en ligne sur Cairn, sur la plateforme en ligne. Écrire l'histoire de la mémoire du XXIe siècle face aux biopolitiques mémorielles. Alors, je le disais, la place des mémoires et des mémoires disputées est de plus en plus importante dans l'espace public français. Un des marqueurs au plan de l'historiographie, c'est cette série des lieux de mémoire que l'historien Pierre Nora, récemment disparu, avait publié. Cette somme qui abordait finalement l'histoire de France, le cadre national, sous un nouvel angle, celui de la façon dont différentes parties prenantes de cette histoire se sont remémorées le passé, avec toujours des enjeux politiques pour le présent. L'objet de Nora, au fond, était quand même de bien séparer, de remettre à leur place les mémoires pour que l'histoire, par opposition, maîtrisée par l'historien expert, voire l'historien roi, dirais-je moi, c'est moi qui l'ajoute, puisse quand même prévaloir. Plus récemment, donc, bien après les lieux de mémoire, ces affaires de mémoire de la colonisation et des décolonisations, qui sont éminemment difficiles puisque elles engagent des responsabilités de la France bien sûr, mais aussi les responsabilités des régimes qui sont issus de la décolonisation, sont arrivées sur le devant de la scène. Mémoire de l'esclavage, bien entendu aussi. On se souvient qu'en 2020 est parti des États-Unis après l'assassinat de George Floyd par la police
un mouvement de déboulonnage des statuts, un regain en quelque sorte de mise en cause du rapport au passé, puisque le racisme systémique est un héritage de la colonisation, naturellement. À cette occasion, Emmanuel Macron, tu le rappelles Thomas, dans l'article que tu viens de publier, en juin 2020, avait expliqué que la République n'allait effacer aucune trace au nom de son histoire, je le cite, qu'il faut lucidement, certes, regarder ensemble, toujours ensemble, notre histoire, toutes nos mémoires, et il disait en particulier notre rapport à l'Afrique, mais, terminait-il, il est hors de question de nier ou même de revisiter ce que nous sommes. Mais en fait, c'est intéressant que tu cites cette citation-là, parce que en 2020, moi, j'étais déjà très investi sur la question des statues. Il se trouve que j'habite à Lille. Et à Lille, on a une énorme statue du général Faidherbe qui surplombe la place de la République. Donc c'est symboliquement assez fort. Et Faidherbe, c'est un des pionniers de la deuxième phase, disons, de la colonisation au XIXe siècle. D'abord en Algérie, sous les ordres de Bugeaud et autres, puis au Sénégal, où il a perpétré des exactions énormes. Il parle lui-même d'extermination. Enfin voilà, et donc à Lille, on a cette statue que on est plusieurs en fait à contester, ou en tout cas on essaie d'utiliser cette statue comme un support pour réfléchir justement à la perpétuation des schémas coloniaux, tout simplement pour dire finalement le colonialisme c'est pas quelque chose qui est lointain dans le passé ou dans la géographie, c'est quelque chose qui est présent comme ces statues et qui est quotidien. De toute façon, on passe devant cette statue tous les jours sans même s'en rendre compte. Or, le fait d'avoir même oublié qui est Faidherbe pose problème. Donc, depuis 2017, on avait à plusieurs lancé un mouvement qui s'appelait Faidherbe doit tomber, en écho à tous les mouvements internationaux, notamment Rhodes Must Fall, qui avait été lancé, je crois, au début des années 2010. Et on s'était dit, ben voilà, pour Cecil Rhodes, le fondateur d'un État en Afrique, exactement. Un État blanc. Donc en fait, on s'était dit à Lille, ça peut être intéressant de s'intégrer dans ce grand mouvement mondial de contestation de la statuaire coloniale, en l'occurrence de la colonisation de l'espace public, disons, par des figures comme celle-ci. Et voilà. Donc, et il se trouve que 2020, ça a été le moment des dernières municipales. Là, on arrive sur des nouvelles municipales, mais il y avait des élections municipales pile à ce moment-là. Et donc, en fait, cette question des statuts, à Lille comme ailleurs, s'est intégrée dans les programmes municipaux. Et la mairie socialiste de Lille, un peu paniquée par cette question inattendue, disons, avait décidé de créer une petite commission dans laquelle elle avait installé une historienne, d'ailleurs. Il faut toujours un historien dans des commissions. Et au bout de quelques années, ce qui est sorti de cette commission, c'est d'ajouter une petite plaque en bas de la statue, pas juste en face, mais sur le côté, pour dire que la mairie de Lille désapprouvait l'action du général Faidherbe pendant la colonisation. Et pour moi, ça a été quelque chose d'intéressant parce que ça symbolise assez bien la façon dont les pouvoirs publics essaient de récupérer une forme de contestation pour la neutraliser. Donc cette petite plaque, finalement, elle ne dit pas grand-chose, personne ne la lit. Il y a un QR code qui renvoie même pas à l'histoire de Faidherbe, mais à l'histoire de la statue elle-même. Donc déjà, il y a une sorte de diversion qui est faite par cette... Et puis finalement, à quoi sert cette plaque ? À justifier le fait qu'on laisse la statue. Donc pour moi, ça permet de la garder, en fait. Ça permet de la garder, en disant, mais maintenant, on a la conscience tranquille, on a mis une petite plaque qui désapprouve. Ben oui, mais simplement, qu'est-ce qu'on a fait par ce geste-là ? Et donc, c'est, pour moi, à titre personnel, c'est assez récent, mais donc depuis 5 ans, je m'intéresse à ces questions mémorielles à travers ce type d'exemple, c'est-à-dire comment les pouvoirs publics, là, en l'occurrence locaux, font diversion ou contournent la question mémorielle au lieu de la regarder en face. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le colonialisme ? Comment il se perpétue dans le présent, etc. Et puis, ce que je vous avais déjà raconté, en 2022, j'avais été appelé par une conseillère de Macron à l'Élysée qui voulait m'emmener au Cameroun. Parce que, me disait-elle, elle voulait que... Emmanuel Macron, elle m'avait dit clairement, Emmanuel Macron a des annonces à faire sur un sujet qui vous est cher, donc en l'occurrence la guerre du Cameroun, sur laquelle j'avais coécrit 2 livres. Et elle m'avait dit, voilà, il va faire des annonces et il serait bien que vous l'interpelliez pour qu'il puisse faire ses réponses. Elle m'avait même donné le nom de l'universitaire, toujours universitaire, qui avait déjà rédigé les réponses aux questions que je n'avais pas l'intention de poser. Donc tout ça m'avait quand même mise en scène politique. Donc tout ça m'a pas mal interpellé. Et c'est un peu la source de l'article du Monde diplomatique. Ce mouvement de déboulonnage des statuts, il a vraiment effrayé, en particulier effrayé les autorités. On sait qu'il y a une partie de l'opinion qui continue à penser plus ou moins clairement que la colonisation, ça n'a pas été si mal finalement pour les coloniser, bien sûr. Mais fondamentalement,
finalement Macron l'a dit clairement en 2020, il est hors de question de nous revisiter nous-mêmes. On veut bien en parler, mais à des fins de pacification, de gestion, au fond, de gestion de crise même, on y reviendra peut-être. Sans prendre les statuts qui sont dans le paysage urbain en général, pas si longtemps que ça en fait, c'est la grande mode de la Troisième République que de mettre des statuts partout. Revenir là-dessus, ça apparaîtrait comme une violence, en tout cas à cette opinion-là. En fait, la réaction d'Emmanuel Macron, c'est un peu une réaction patrimoniale. On peut appeler, j'appellerais ça une réaction patrimoniale, c'est de considérer qu'effectivement les traces du passé sont du patrimoine forcément à protéger. Or, en fait, dans l'histoire, et depuis, on va juste s'arrêter sur la Révolution française. Depuis la Révolution française, il y a toute une tradition, en France, mais aussi évidemment dans d'autres pays, de revisiter des traces du passé. Alors, en déboulonnant, en changeant des statuts, bien sûr, en changeant des noms de rues, de places, tout ce qu'on appelle la toponymie, en fait, qui a beaucoup évolué. Mais je dirais la nouveauté, en fait, depuis ces années-là, 2000-2010, c'est plutôt la question des traces du passé liées à des rapports sociaux du présent. Autrement dit, la vague des déboulonnages de statuts depuis la Révolution française sont des changements politiques. Ça apparaît dans des ruptures politiques. La Révolution française, évidemment. Tout le 19e siècle en France, jusqu'à la colonne à Vendôme par la Commune. Qui enlève la statue de Napoléon. Oui, tout à fait. Il y a toute cette tradition d'iconoclasme liée à différents régimes. Dans les années 1990, je fais un bond en avant, c'est la décommémoration dans l'ex-empire soviétique. Là, on a vraiment une grande phase justement de décommémoration, de déboulonnage qui sont complètement liés à des régimes politiques qui prennent fin, donc la fin de l'ex-URSS. Enfin, il y a des villes qui changent de nom complètement. Oui, complètement. Donc finalement, ça obéit un peu à ça, des ruptures politiques. Mais là, en fait, cette question se pose autrement à travers des rapports sociaux du présent et des mobilisations, donc effectivement, qui partent notamment de l'Afrique du Sud, avec Cecil Rhodes. Mais on a ça déjà à Bristol dans les années 1990, avec la statue de Colston qui va finir dans le fleuve, justement, quelques jours après le meurtre de Floyd. On a déjà ça dans les années 90, c'est-à-dire, quand je dis on, ce sont plutôt des minorités, engagés dans une lutte contre le racisme, qui considèrent que ces traces coloniales-là, finalement, sont à la fois une sorte de continuité postcoloniale et d'un affront fait à ces communautés-là qui permettent en fait une continuation des rapports sociaux racisés, en gros. Donc, si je résume. Donc ça, c'est nouveau. Il ne s'agit pas de rupture politique, il s'agit de questionner des rapports sociaux du présent. Et en considérant, et je trouve que ce n'est pas tout à fait idiot, en considérant que conserver ces traces-là, finalement, ça indique une légitimation du passé et évidemment encore qui continue à travers justement ces rapports différenciés entre ex-colonisés et ex-colons. Voilà. Donc la question, elle est là, elle se pose. Moi, j'avais écrit un texte après la déclaration de Macron pour dire elle est légitime, cette question. Elle est tout à fait légitime de questionner des traces du passé. Ça me paraît tout à fait... Dans une démocratie, ça me paraît plutôt sain, en fait. C'est-à-dire que c'est le maintien clair, finalement, dans la symbolique publique d'une situation, des fondements d'une situation de discrimination qui perdure. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, il faut toujours, même si on passe notre temps à passer devant des statues qu'on ne regarde pas forcément, mais en fait, quand on regarde, et ça, c'est lié au récit national, en fait, quand on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que signifie une statue ? C'est une trace qu'à un moment donné, on a voulu laisser pour conserver la mémoire. C'est vraiment la notion du mémorable. Qu'est-ce qu'on va rendre mémorable dans une société au-delà d'une génération ? De quoi on veut se souvenir au-delà d'une génération ? Donc si ces statues ont été faites, c'est qu'on considère qu'effectivement, c'était des personnes dont il fallait se souvenir. Donc c'est à travers cette prédisposition-là qui rend des individus, et plutôt des hommes, donc vous avez cité la Troisième République, c'était plutôt effectivement des hommes blancs, on a effectivement à poser à nouveau cette question, à nouveau frais, si je puis dire aujourd'hui. Elle n'est absolument pas illégitime. C'est une manière de maintien de l'ordre, en fait.
maintenir cette symbolique dans l'espace public, c'est maintenir l'ordre qui est issu des hauts faits de ces personnages qui sont célébrés. C'est ce que disait Frantz Fanon à propos des statues coloniales dans les colonies. On met les grands conquérants de l'histoire coloniale au milieu des villes coloniales pour dire aux indigènes et aux colonisés, attention, si vous vous rebellez de nouveau, voilà de quoi on est capable. Il y avait jusqu'à récemment une statue de Faidherbe à Saint-Louis au Sénégal. Elle est tombée justement en 2017, au moment où à Lille on lançait les mouvements d'interrogation de cette statue de Faidherbe. Mais effectivement, c'est exactement le maintien de l'ordre. Mais c'est également le cas, à mon avis, en France hexagonale, cette idée que tous ces militaires qui sont installés au milieu des... Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se souvenir de ces gens, c'est aussi de les glorifier, ce qu'ils ont fait, leur fait d'armes. Donc voilà. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le papier du Diplo, c'est que Macron, qui se présente toujours comme un disrupteur, etc., en fait, est en pleine continuité de cette logique pacificatrice, et il utilise la mémoire comme une arme de pacification. Ça, vous le dites, vous, dans votre livre avec Paul-Max Morin sur l'Algérie, et moi, je le constate aussi sur d'autres théâtres d'opérations, disons, où on voit à quel point Macron utilise la mémoire comme une façon... Il ne dit pas pacifier, lui, il dit apaiser. Apaiser. Mais en fait, derrière, ce que ça veut dire, c'est pacifier. D'autres l'ont dit. Noureddin Amara, par exemple, a bien expliqué ça dans un texte. Hors pacification, il faut rappeler que c'était évidemment le nom aussi qui était donné pour la guerre de soumission c'est une allusion des colonisés. évidente aux méthodes des militaires, de ces mêmes militaires, d'ailleurs, à l'époque coloniale. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que... en 2017, Macron, effectivement, dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Ce qui a choqué beaucoup de gens, y compris à gauche. On se souvient de Mélenchon disant comment on va faire un Nuremberg de la colonisation, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le même Emmanuel Macron, quelques semaines plus tôt, avait dit, je crois, dans Le Point, quelque chose de très très différent. Il avait dit qu'il y avait des aspects positifs et négatifs à la colonisation. Ce qu'il a répété 2 jours après sa déclaration tonitruante à Alger, où il a dit, là dans le Figaro, si je me souviens bien, qu'il n'était ni dans le refoulé, ni dans la repentance, le fameux ni-ni, et qu'il fallait à la fois, si je me souviens bien, reconnaître ce qui a été fait de mal et nommer ce qui avait été fait de bien. C'est-à-dire qu'en fait, lui aussi, il est dans cette idée que le colonialisme, finalement, a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et ça rejoint complètement le personnage de l'époque, en tout cas, qui était dans le ni-ni ou ni droite ni gauche. Alors, c'est pour ça que la mémoire a été énormément instrumentalisée par Emmanuel Macron, parce que ça faisait partie d'un des dispositifs pour se présenter comme l'homme providentiel, qui est capable de réconcilier la France avec elle-même, la gauche avec la droite, les agriculteurs avec les start-upers, les victimes de la Shoah avec les admirateurs de Pétain et les victimes de la colonisation avec les descendants de l'OAS. Et lui, il arrivait là-dedans en disant moi, je suis un homme nouveau, je n'appartiens à aucun parti, et je suis jeune, et je vais pouvoir réconcilier la France avec elle-même et réconcilier la France avec ses anciennes colonies. Il fait une déclaration le 1er avril de 2017 à Marseille où il dit, voilà, en fait, avec ces questions mémorielles, on va pouvoir mettre fin à la France-Afrique en se réconciliant avec nos anciennes colonies. Mais en fait, derrière cette réconciliation, c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le papier du Monde diplomatique, c'est que derrière cette réconciliation, il y a d'autres phénomènes. Il y a celui de la pacification, mais il y a carrément une logique de recolonisation. Et c'est intéressant que tu sois parti de 2020, parce que 2019-2020, et ça vous le dites très bien dans le livre aussi que vous avez fait, c'est le moment de bascule où jusqu'entre 2017 et 2019, on peut croire à l'illusion Macron. On peut croire que sa politique mémorielle, elle est véritablement progressiste, etc. À partir de cette époque-là, et d'ailleurs, son conseiller mémoire à partir de ce moment-là, c'est Bruno Roger Petit, qui est sur le papier soi-disant de gauche, mais de gauche d'extrême droite quand même, parce qu'il est très très proche de l'extrême droite en réalité, oui, il l'a prouvé. Il a une sociabilité journalistique qui est vraiment du côté de l'extrême droite. C'est lui qui a prévenu de la dissolution en 2024 son ami Pascal Praud, sans même que le Premier ministre à l'époque soit au courant. Donc on voit quand même une proximité assez forte. Et en fait, on s'aperçoit à ce moment-là, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais que la politique mémorielle d'apparence progressiste, on va reconnaître les crimes du passé, etc., sert en fait de paravent à une politique assez répressive. C'est au même moment qu'il lance la loi séparatisme, qu'il lance une nouvelle loi contre l'immigration. Donc ça, c'est dans le champ, disons, hexagonal intérieur. Et par ailleurs, il explique assez rapidement, en avril ou mai 2021, lors d'un déplacement en Afrique, qu'il va falloir passer au stade de la reconquête des opinions publiques. Le mot reconquête
est le sien. Il l'utilise. Il va en Afrique du Sud et il dit il faut qu'on mette en place un plan de reconquête des opinions publiques africaines. Et selon moi, c'est là encore ce que j'essaie d'expliquer dans le papier, ces politiques mémorielles ont pour but en réalité de reconquérir effectivement, et le terme est quand même incroyable dans la bouche de quelqu'un qui est le président d'une ancienne puissance coloniale, de reconquérir des populations africaines qui bizarrement sont agitées par ce qu'on appelle un sentiment anti-français. Mais qui sont manipulées par les autres puissances, naturellement. C'est-à-dire que ça reste une logique complètement... oui, c'est ça qui est intéressant, coloniale. C'est qu'en fait, c'est là qu'à mon avis, il y a une erreur dans l'analyse qui est faite dans les médias de ces politiques mémorielles. Quand on lit Le Monde ou autre, ils n'arrêtent pas d'applaudir cette politique mémorielle comme si c'était une politique désintéressée. Enfin, le président de la République reconnaît les crimes du passé, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut les analyser comme des dispositifs de communication et de soft power, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est pas du tout désintéressé, c'est complètement intéressé. Quand il parle de plan de reconquête, c'est pas du tout désintéressé. Quand, au même moment, il dit il va falloir contrer ce qu'il appelle, entre guillemets, les manipulations mémorielles de la Russie, concurrente en Afrique maintenant. Exactement. Donc mais il le dit textuellement, en fait. Il le dit textuellement. Dernier exemple avant de passer la parole, mais quand il va au Cameroun en 2022 et qu'il va annoncer donc la création d'une commission mixte sur la décolonisation du Cameroun, il explique la démarche devant la communauté française du Cameroun. Il dit il y a des blocages. Le passé nous bloque. Le passé bloque notre avenir. Donc, il faut qu'on fasse de ces blocages une chance. Il faut qu'en débloquant ce passé, on offre une chance. Et toute la suite du discours, c'est une défense des intérêts économiques français au Cameroun. Donc en réalité, cette politique mémorielle me semble extrêmement instrumentale. Et c'est ça qu'à mon avis, il faudrait dire un peu plus. En fait, je pense que ce qui est aussi important de dire dans cette question de communication politique, c'est la dimension performative du langage politique. C'est-à-dire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Emmanuel Macron arrive en 2016-2017 avec déjà l'objectif de faire quelque chose sur la guerre d'Algérie. Il l'annonce, il le présente comme son chantier prioritaire, ou l'un de ses chantiers prioritaires, et puis à partir de 2019-2020, ça devient le chantier prioritaire de sa politique mémorielle, mais avec des éléments de langage, évidemment. C'est-à-dire, c'est quoi l'élément de langage ? C'est la réconciliation mémorielle, parce qu'il y a... Alors, il utilise parfois le terme, mais qui est là déjà depuis finalement un certain temps, il le recycle, une sorte de guerre des mémoires. Sur la guerre d'Algérie, on est dans la guerre des mémoires. Et puis, premier élément, qui n'est scientifiquement, pour moi, absolument pas pertinent. Deuxième élément, il y a des conflits de mémoire, on ne peut pas parler de guerre de mémoire. C'est un peu plus compliqué que ça. Et le rapport à la guerre d'Algérie d'un certain nombre de personnes en France, dans la société française, ne se fait pas à travers une guerre des mémoires. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, deuxième élément de langage et deuxième caractère performatif, et là aussi, il n'innove rien, c'est la pathologisation. Et ça, c'est essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va considérer qu'il y a une mémoire pathologique qu'il faut guérir. Donc c'est pour ça que nous, on dit dans notre livre qu'il joue le rôle du guérisseur. Donc la tradition royale du guérisseur évoquée par Marc Bloch. Donc il faut voilà, le roi thaumaturge. Donc il y a vraiment cette dimension-là qu'il ne crée pas. C'est-à-dire on est depuis les années 90 dans plutôt une politique mémorielle qui va reconnaître des préjudices et réparer, parce qu'on a changé complètement de paradigme, donc c'est ce que j'écris aussi également dans cet article. Le paradigme de la mémoire, en gros, pour résumer, c'était plutôt une socialisation à la nation, c'est-à-dire qu'on développait des politiques mémorielles pour qu'en fait les individus adhèrent à la nation, jusqu'aux années 70, on va dire années 60-70, et puis là, on a le mouvement 68, des années 68, qui vraiment mettent en cause profondément l'État-nation et ce récit national, ce roman national, comme on dit aujourd'hui, autour des grands hommes, justement, des glorieux hommes qui ont en partie colonisé justement l'Algérie et d'autres territoires. Et là, il y a une crise, et dans les années 80-90, en fait, on a un nouveau régime mémoriel qui se fait sur la reconnaissance d'une pathologie au sein de la société française qu'il faut soigner. Donc, ce n'est pas lui qui invente ça. Donc là, pour le coup, il n'est pas l'inventeur de ça. Mais lui, il récupère en fait ce nouveau régime mémoriel sur la guerre d'Algérie, à tel point que quand il y a justement la loi, le discours qu'il fait début octobre 2020, avant la loi sur le séparatisme, il fait un discours très important, considérant que oui, c'est l'hydre islamiste dont il faut, qu'il faut combattre, en fait. Donc il y a un vocabulaire assez guerrier. Il cite aussi les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il fait un lien incroyable entre terrorisme et
l'exigence de pouvoir faire une politique mémorielle sur la guerre d'Algérie. Donc, comme s'il y avait un rapport, en tout cas, lui, il y voit un rapport. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la société est malade de ce passé-là, de la guerre d'Algérie. Et là aussi, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui va effectivement attester de cela ? Il n'y a rien qui atteste de cela, si vous voulez. Donc là, on est vraiment sur une sorte de confusion où lui-même crée une situation en disant « je vais trouver la solution à cette situation », mais qui est complètement artificielle. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut percevoir, il me semble, dans ces politiques-là également. Cette logique de pathologisation, c'est donc une logique aussi d'individualisation qui passe à côté évidemment des structures sociales. Vous dites dans votre article très récent, donc, face aux biopolitiques mémorielles, que les pouvoirs publics ont investi les questions de mémoire au moment où ils se soumettaient aux logiques néolibérales et abandonnaient toute ambition de transformation sociale. C'est-à-dire qu'il faut un traitement quasi managérial qui renvoie un peu aussi à la gestion de la force de travail, à la nécessité de la résilience, etc. On est effectivement dans une logique qui relève de la gestion de l'espace public, sans jamais aucune remise en cause politique, au fond. C'est mon observation quand effectivement j'étudie les politiques mémorielles depuis les années 60, 70, enfin même un peu avant, mais surtout à partir des années 80. Je suis obligé de voir une conjonction, en fait, entre un État qui va considérer qu'il ne peut pas tout, pour reprendre une formule. Donc on est sur vraiment une libéralisation des années 80 qu'on connaît par ailleurs, Reagan, Thatcher, mais aussi évidemment en Europe. Ce qui est une manière de dire qu'il ne veut pas changer les choses au fond. Un désengagement de l'État par rapport à des politiques dites de solidarité, des politiques sociales, et un investissement de plus en plus important sur la mémoire. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui se joue là depuis 40 ans. Macron en est, je dirais, l'ultime résidu, donc avec sa politique. Mais en même temps, ça s'exaspère avec lui. Mais qui le porte jusqu'au bout, qui porte très très loin, encore plus loin que ses prédécesseurs. Mais en fait, depuis 40 ans, on est sur quelque chose qui est pour moi de l'ordre du masque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est à considérer qu'il faut réconcilier, pacifier la société, réconcilier, soigner la société à coup de commémoration, loi mémorielle, commission. Et effectivement, à côté de cela, on a un désengagement de l'État sur des rapports sociaux et des inégalités sociales persistantes. Donc je suis, moi, en tant qu'historien, obligé de constater ça. On veut traiter les symptômes, finalement, d'une certaine manière, mais jamais les vrais problèmes concrets, politiques et sociaux. Oui, parce qu'en fait, la politique mémorielle, à partir des années 80, ça devient vraiment une action publique. Auparavant, l'État, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il va commémorer tous les 5 ans, tous les 10 ans. Là, on a un instrument qui se met en place, alors au départ qui est au niveau du ministère des Anciens Combattants, pour dire les choses précisément, mais un instrument de régulation des mémoires qui se met en place et qui va effectivement porter son attention sur le soin auprès de la société et de réguler justement quelque chose qui n'irait pas. Donc quelque chose qui n'irait pas, c'est la question du trauma notamment, où là on va user et abuser de la catégorie événements traumatiques, traumatisme collectif, qu'on a vu pour les attentats de 2015 notamment. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se met en place dans ces années-là, et ces années-là correspondent effectivement à un désengagement de l'État auprès de politiques sociales. Donc, oui, il y a vraiment une instauration d'une politique publique mémorielle comme jamais elle ne s'est trouvée auparavant. Et même les autorités sont devenues demandeuses de soutien de la part d'entrepreneurs spécialisés dans la gestion de la mémoire. C'est l'un des objets, peut-être l'objet principal de ton article, enfin l'un des objets en tout cas de ton article, Thomas, ce memory washing, puisque au fond ça ressemble quand même beaucoup à ça, comme il y a un greenwashing de la part des grandes industries qui polluent, mais qui adoptent toute une politique pour masquer cela, pour faire accepter ça, pour se présenter au contraire comme défendant l'environnement. Ce memory washing, il pousse les pouvoirs publics, donc très sensibilisés, très inquiets donc, face aux situations de tension, comme dans le cas de la statue à Lille, à avoir recours finalement à des prestataires. Et il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans. Tu fais une place particulière, parce qu'il a une place particulière aujourd'hui en France, à l'association et à
à l'entreprise de Pascal Blanchard. Donc, c'est son son entreprise de communication historique, les bâtisseurs de la mémoire, et son association autour de l'histoire de l'Afrique contemporaine, la CHAC. Avec laquelle il propose aux institutions demandeuses donc des éléments de langage, des opérations de communication, de management justement de ces tensions mémorielles. En fait, comme disait Sébastien, ce que fait Macron, c'est un peu, il fait une politique d'État de ce qui était déjà dans les tuyaux depuis des années et des années. Et que ce soit Benjamin Stora ou Pascal Blanchard, qui sont des historiens hyper médiatiques, en fait, eux avaient initié depuis très très longtemps ce genre d'idées, de guerre des mémoires, d'idées de réconciliation, etc. Ils ont tous les deux, et qu'ils ont chacun en fait écrit un livre dans les années 2000 autour, il y en a un qui s'appelle La guerre des mémoires et l'autre Les guerres de mémoire, hein, autour de cette idée qu'il y a une conflictualité mémorielle en France et qu'il faut donc, comme tu disais, la soigner, etc. Et Pascal Blanchard en particulier, il se présente toujours comme un universitaire, mais en réalité, c'est un entrepreneur de la mémoire. Moi, je dirais un historien de service, mais pas au sens... Enfin, ça peut paraître méchant de dire ça, mais c'est un prestataire de service avec les deux structures auxquelles tu fais allusion. Donc, une entreprise privée, les bâtisseurs de mémoire, qui est une agence de communication mémorielle qui propose ses services à des entreprises. Donc j'en cite quelques-unes. Mais tu donnes la liste. Non, mais il y a une liste extrêmement longue. Il a travaillé pour L'Oréal, Guerlain, La Vache qui rit, Airbus, Thales. Thales, par exemple, c'est intéressant parce que quand on va sur le site des bâtisseurs de mémoire, il dit qu'ils ont fait que son entreprise de communication mémorielle a fait un spot publicitaire pour Thales qui met en valeur la légende de l'entreprise. Quand on se connaît l'histoire de l'entreprise, qui a par exemple soutenu le régime d'apartheid en Afrique du Sud, on aimerait savoir ce que raconte ce film qui met en lumière la légende de Thales, quoi. Et donc il a une structure qui s'appelle les bâtisseurs de mémoire et une autre structure associative qui s'appelle donc la CHAC, Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine, qui elle se spécialise plus dans la prestation de services pour les collectivités publiques, les ministères de la francophonie, de la coopération. Là aussi, on peut aller sur le site, on voit qu'ils ont travaillé pour l'assistance militaire de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, pour toute une série de villes, Grenoble, Paris, etc., etc. Et aujourd'hui, comme il est exactement dans la veine macronienne, il travaille beaucoup pour Macron. Donc c'est juste après les déclarations de juin 2020, on ne déboulonnera pas de statut, etc. Il est commissionné pour sélectionner des noms de personnages issus de la diversité qui peuvent mettre en valeur le métissage français, etc. Dans une exposition qui s'appelle Portrait de France, qui est faite sous le haut patronage du président de la République. Et sous ce même haut patronage, il publie l'année suivante un livre sur les Jeux Olympiques. Là, aujourd'hui, on apprend que sous le haut patronage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, il fait une exposition à l'Assemblée nationale sur les femmes résistantes et combattantes. Bref, c'était une sorte de business lourdement subventionné par la DILCRA, etc. dont on se demande parfois un petit peu quel est le lien avec l'histoire contemporaine de l'Afrique, parce que là, en l'occurrence, il s'en éloigne beaucoup. Mais il accompagne en effet cette politique mémorielle macronienne, et j'essaie de montrer dans l'article depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et il s'agit toujours d'apaiser, encore une fois, de pacifier, d'être dans la positivité, dans le sourire même. C'est toujours très souriant. Je crois qu'il ne le cache même pas. Ni Benjamin Stora, ni Pascal Blanchard ne le cachent. Il y a un article dans Télérama, au moment où il rend la liste des noms de ses portraits de France. Il fait une interview croisée avec Elisabeth Roudinesco dans Télérama, et il dit le but, c'est d'appeler au calme les indigénistes. Il les appelle lui-même les extrêmes, donc les indigénistes et les ultra-républicains, car dit-il, car un discours radical qu'on ne conteste pas va être validé dans l'espace public. Donc il est vraiment dans cette logique de pacification. Il va même jusqu'à citer la politique coloniale de la France en Algérie pour dire que ça peut être un exemple positif pour les écoliers. Donc il est véritablement dans une logique assez surprenante, finalement, de pacification mémorielle par le recours à l'histoire coloniale. Et dans votre livre, il y a une citation de Bruno Roger Petit, qui, au moment où Benjamin Stora rend son rapport, dit à peu près la même chose. Il dit ce rapport de Benjamin Stora va permettre de contester les discours indigénistes qui nous viennent des États-Unis, etc., etc. Sur la réconciliation algérienne, c'est une commission donc, qui a été mandatée
conjointe avec des historiens algériens pour revenir sur la mémoire donc, avec ces différents éléments montrent bien que derrière cette réconciliation, derrière un discours qui paraît incontestable, évidemment qu'il vaut mieux se réconcilier que se faire la guerre. Bon, mais ça, ça paraît des banalités, mais derrière, en fait, il y a des messages codés qu'on peut décoder assez facilement dans des déclarations qui sont faites comme ça, soit dans la presse, soit dans des cérémonies officieuses. La difficulté aujourd'hui, elle est double. Il y a la difficulté pour les historiens de se situer par rapport à des dispositifs qui sont politiques et qui ne restent que politiques. Donc, quelles sont leurs marges de manœuvre puisqu'il y a, à travers des missions et des commissions depuis les années 90, le mouvement des commissions, c'est depuis 90. L'une des premières, je la situe au début des années 90, sur la commission Raymond, sur les complicités de l'Église autour de l'affaire Touvier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, René Raymond. Ouais. Donc, voilà. Donc, le passé de Vichy. Le passé de Vichy, oui, on est sur des commissions Vichy, parce qu'effectivement, on est vraiment... alors, pour le coup, autant nous, on est centré sur le colonial depuis quelques années, autant dans ces années 90, on est centré sur Vichy, un passé qui ne passe pas, pour reprendre le titre de Rousseau. Mais si vous voulez, je dirais que les choses se sont compliquées pour les historiennes et les historiens sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, on est dans des dispositifs qui se sont de plus en plus améliorés sur le plan politique et en termes de communication politique et en termes d'objets de stratégie internationale. Donc là, on le voit très bien, alors même si ça a échoué pour l'Algérie, pour le coup, donc il y a effectivement un échec de Macron par rapport à cette réconciliation, parce que il y a aussi un pouvoir algérien qui est ce qu'il est. La partie algérienne n'a pas suivi. Voilà, qui n'a pas du tout suivi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il se tourne finalement vers le Maroc. Donc, et on connaît la suite. Donc là, on est vraiment, sur cette difficulté-là pour l'historien de se situer scientifiquement dans ces dispositifs politiques. Politique au mauvais sens du terme. Et en même temps, oui, politique en termes de stratégie, en termes d'effectivement stratégie. Ouais. Et en même temps, la deuxième difficulté, elle est pour les observateurs scientifiques, c'est-à-dire des gens comme moi, et c'est ça que je dis aussi dans cet article, qui finalement travaillent sur les politiques mémorielles, et finalement, ils sont obligés, ils sont amenés de travailler aussi avec, ou sur des collègues, sur des historiennes et des historiens, parce que ce sont des acteurs de mémorialisation. Ce sont des acteurs de mémorialisation, qu'ils le veuillent ou non, ce sont quand même des acteurs de mémorialisation, parce qu'ils sont dans des dispositifs particuliers qui apportent une narration, qui apportent un statut sur le passé, une configuration sur le passé. Et la difficulté, elle est aussi pour ceux, parce qu'il me semble qu'on est amené, et il faut faire ce travail d'historien. Quand on travaille sur la mémoire et les politiques mémorielles, il faut amener un regard critique, donc c'est l'appareil critique scientifique, sur justement ces questions-là. Donc, travailler aussi sur des collègues. Donc, il y a une grande difficulté. C'est vrai que moi, ça m'a assez frappé sur la question de la commission franco-camerounaise sur donc la guerre du Cameroun. On a une commission dont la direction a été nommée directement par l'Élysée, ce qui est déjà scientifiquement un peu compliqué, dont le sujet a été borné par l'Élysée. Et puis ensuite, on a un rendu, c'est-à-dire il y a carrément une cérémonie de rendu du rapport, d'abord à Emmanuel Macron, qui est en fait celui qui a lancé cette commission, et ensuite au dictateur camerounais Paul Biya. Les images sont assez incroyables, c'est-à-dire qu'on a quand même la présidente de cette commission, Karine Ramondi, qui comme un tribut porte son rapport au dictateur, qui le reçoit comme ça, et ensuite j'imagine qu'on boit du champagne, qu'on mange des petits fours. Tu sais qu'il y a des images médiévales comme ça où l'auteur remet au souverain son livre. Justement, moi ça me fait exactement penser à ça, et quand on sait ce qu'il y a dans le rapport, c'est-à-dire que le rapport raconte quand même la répression d'un mouvement de libération nationale, de gens qui se sont battus jusqu'à la mort par dizaines de milliers pour libérer leur pays, et à qui on donne ce rapport? À celui qui est l'héritier direct du régime qui a été mis en place par la France à ce moment-là, par cette guerre-là. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire la difficulté. Moi, il n'y a pas que des choses inintéressantes dans cette commission. C'est même assez intéressant, parce qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait. Je dénigre pas. Je rappelle qu'on a fait un débat de la Grande Hache là-dessus. Mais ce que ça pose comme question, c'est celui justement de l'instrumentalisation politique du travail historique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait refuser de travailler pour Macron, mais a fortiori pour Paul Biya. On est en plein... Là, il y a une répression énorme au Cameroun. Il y a des dizaines de morts déjà. Ça fait une semaine que ça dure. Bon, ça pose un petit souci. C'est-à-dire qu'ensuite, on a une lettre d'Emmanuel Macron
au même Paul Biya, en juillet dernier, qui dit « Ah oui, on reconnaît qu'il y a eu des exactions dans les années 50 et 60, avec énormément d'euphémismes, etc. » Bon, passons sur la lettre elle-même. Il y a des circonvolutions et puis on coupe, on ne reconnaît que 4 morts. Bon, bref, je passe les détails. Mais donc, à quoi ça sert de reconnaître les exactions du passé si, en fait, on continue les exactions au présent? Ça, c'est quand même ça rejoint ce que tu dis. La mémoire, ça sert à les continuer, la mémoire comme diversion, en fait. C'est-à-dire, on dit, maintenant, regardez comme on est des gens bien, on a bien blanchi non seulement notre mémoire, mais aussi notre bonne conscience. Et puis, comme ça, maintenant, on peut continuer à soutenir un régime comme celui de Paul Biya qui massacre son peuple, ou on peut continuer, comme Emmanuel Macron lui-même, à envoyer l'armée réprimer l'insurrection en Nouvelle-Calédonie. C'est bon, maintenant, on a reconnu les émeutes de Douala en 1945, vous comprenez, on peut tout faire. Il y a vraiment un paradoxe derrière ça, c'est-à-dire c'est comme si en s'auto-servant la critique du passé, on s'autorisait à prolonger ce passé. C'est ça qui me marque, moi. Dans une logique que tu décrivais telle que Blanchard en parlait, dans des termes d'extrême centre en fait, c'est-à-dire il faut apaiser les deux côtés. Mais moi je trouve que ça renvoie vraiment à la tension qu'il y a dans tout travail historiographique. Clio au départ, dans les cités grecques, donc la muse des historiens en fait, c'est la muse de la célébration rhétorique des exploits de la cité, de la communauté et les batailles qu'elle a remportées, de ses grands dirigeants, ou bien une histoire critique qui pose les problèmes, à l'inverse, qui peut être assez douloureuse et qui a pas pour fonction première de donner les réponses, qu'elles soient pacifiantes ou au contraire qu'elles mettent de l'huile sur le feu. Il s'agit juste de poser des problèmes. Et c'est très difficile il faut choisir, au fond, entre l'une ou l'autre de ces postures. Oui, tout à fait. Ce qui est très difficile a priori, c'est en fait ce que moi j'appelle dénaturaliser le lien entre mémoire et citoyenneté, valeurs républicaines, pacification, même s'il y a évidemment tout un background autour de ce terme-là, évidemment, en termes colonial, dans le contexte colonial. Réconciliation, comment être contre ? On est pour. Oui, on a envie de défendre. Tout ce qui a été fait sur les politiques mémorielles depuis les années 80-90, encore une fois, c'est plutôt dans la défense des droits de l'homme. C'est vraiment la question des droits de l'homme qui est posée là. C'est plus justement la question nationale, c'est plutôt, il y a un décentrement par rapport au national. Alors, c'est là où on voit le retour par ailleurs, parce que c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que nous, on est sur un appareil critique de ces politiques mémoriales, mais ce qu'on voit aussi derrière, c'est quand même ce que j'appelle le backlash memory, le mémoriel, c'est-à-dire ce retour du nationalisme mémoriel à la Poutine, qu'on voit évidemment en France, mais qu'on voit dans d'autres pays, à la Trump, etc. Parce que c'est aussi ça. On est en train de critiquer des politiques mémorielles, mais derrière ces politiques dites de reconnaissance, il y a vraiment un mouvement de fond, de réaction au sens premier, au sens politique, qui est là depuis les années 2000. C'est très net avec Zemmour et De Villiers. C'est extrêmement net. C'est mémoricide et compagnie. Et il faut à la fois critiquer ces éléments de politique mémoriale et évidemment s'engager dans la lutte contre le révisionnisme historique de type nationaliste, je dirais traditionnel. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre les deux ? Est-ce que c'est pas juste deux versions de la même réhabilitation? Moi, j'ai l'impression. En tout cas, Macron et De Villiers, déjà, ils s'entendaient bien. Entre... Alors plus maintenant, paraît-il, mais oui, en fait, ça peut revenir. J'ai l'impression qu'il y a une réhabilitation un peu à l'ancienne, à la De Villiers, de la grandeur de la France, mais qui est complètement déconsidérée dans les milieux scientifiques, etc. Et puis une autre réhabilitation plus sophistiquée, du type Macron, Blanchard, Stora, etc., de dire il faut quand même. D'ailleurs, c'était une citation de Hollande. Il dit la grandeur d'un pays consiste d'abord à reconnaître ses torts. Donc en fait, le but, c'est quand même la grandeur du pays. Ça reste une histoire de valorisation du national. Leïla Slimani, qui faisait partie de la commission Blanchard Portrait de France, elle l'explique très bien. J'ai plus les termes en tête. Elle dit le but de la commission pour les Portraits de France de Pascal Blanchard, c'est de retrouver les figures oubliées qui ont de la diversité, soit d'origine étrangère, soit originaire des territoires d'outre-mer, soit de l'immigration, qui ont valorisé la France. Donc l'idée, c'est derrière ces portraits de France, c'est bien de valoriser une certaine idée de la France. Alors, c'est pas la même France que celle de Villiers, mais ça reste la France. Donc on est toujours dans la construction, à mon avis, du récit national. Alors, oui,
moi, en tout cas, je n'analyserai pas les choses comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un investissement considérable sur ces politiques mémorielles, qui sont des politiques symboliques, en fait, et qui ne restent que symboliques. Et les symboles, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. À l'inverse, en fait, il y a un désengagement de l'État sur le social. Moi, c'est ça qui me frappe en premier lieu, si tu veux. Et du coup, oui, et on ne traite pas des questions de disparité sociale, de paupérisation pendant ce temps. Ça, c'est très clair. Et en même temps, justement, on a ces politiques-là dites symboliques créent malgré tout un mouvement de réaction au sein au sein de certains acteurs politiques au national, donc d'extrême droite, au national, et qui portent en fait, qui malheureusement sont porteurs. C'est-à-dire que oui, il y a du révisionnisme historique qui est porteur parmi la population. C'est très clair. Comme il y a un révisionnisme historique à la Poutine qui est aussi très porteur dans l'opinion, malheureusement dans l'opinion russe. C'est-à-dire que c'est la thématique du ressentiment et de la nostalgie. Moi, ce que j'ai appelé dernièrement dans un article, la question de la nostalgie, elle est centrale aujourd'hui. Je considère qu'elle est centrale. Et justement, ces réactions mémorielles de type nationaliste jouent sur cette nostalgie de grandeur impériale. Donc, en fait, on est un peu. Pour moi, c'est davantage ça. C'est-à-dire qu'on n'a rien gagné quelque part sur des politiques sociales, mais pour le coup, on a des réactions nationalistes qui ont le vent en poupe. Oui, mais alors, c'est pas. Moi, je ne dis pas que c'est coordonné entre les deux, mais c'est-à-dire que c'est un effet. Justement, moi, je pense que c'est peut-être coordonné entre les deux. C'est-à-dire en termes d'intentionnalité, je veux dire. Peut-être que justement, tu dis, il n'y a pas de traitement de questions sociales, mais en fait, il y en a un. C'est la répression. C'est-à-dire qu'on traite, traite la question sociale par la répression. Et que les politiques mémorielles de pacification, Portrait de France et autres dispositifs ou commissions, etc., ont pour but non seulement de masquer, mais d'accompagner cette pacification, de faire passer la pilule, en fait. Dire, vous voyez, et c'est toujours le truc macronien, en même temps, on va réprimer les quartiers populaires, on va parler d'islamo-gauchisme, etc. Il y a un comportement policier dans les quartiers populaires qui est néocolonial, carrément. Voilà, il donne des noms de colonies parfois. Et dans les pays africains, c'est pareil. Macron se pointe et vient faire des discours comme s'il était encore le chef. Quand il fait son grand raout franco-africain à Montpellier en octobre 2021, il se met au cœur du dispositif et il se fait interroger lui-même par des jeunes africains qui lui disent vraiment, il faudrait travailler sur le passé, il faudrait récurer le passé, etc. Et oui, tout à fait. Et en fait, il est dans une logique complètement coloniale, comme si lui-même allait gérer en réalité les pays africains, comme à l'époque où il n'y avait pas encore de dirigeants africains. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a exclu pour la première fois les dirigeants africains d'un sommet franco-africain. Comme si, en fait, il allait lui-même être le chef des pays. Donc on est vraiment dans un retour du colonial. Simplement, je pense que les politiques mémorielles ne vont pas en contradiction avec la répression, le retour du colonial. Elles accompagnent en réalité. Derrière la réconciliation, il y a une recolonisation. Et ce n'est pas un hasard s'il parle de reconquête et autres formules de ce type-là, ou qui se comporte comme il se comporte. Pour le Cameroun, il va au Cameroun en juillet 2022. Il a Paul Biya mutique. Et il dit, voilà, avec mon collègue Paul Biya, nous avons annoncé de faire une commission mixte. Et c'est la France qui nomme, c'est la France qui paye, c'est la France qui décide, c'est la France qui fait tout. C'est très mixte. En fait, c'est pas du tout mixte, c'est complètement colonial. Et puis, on voit bien, là encore à Madagascar, que c'est la France qui sauve le chef d'État dont on voit donc qu'effectivement, il avait un régime pro-français. Quand il est renversé, c'est la France qui l'expatrie. Tout ça ressemble beaucoup. Et ce qui est intéressant, il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la question des restitutions. Par exemple, restitution des biens culturels ou des restes humains. Non, les restitutions. Là encore, quand on lit la presse, on a l'impression que les restitutions, c'est un grand geste de générosité. Mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ces restitutions, elles sont faites au compte-gouttes. Et elle ressemble plus à une sorte de délestage. Et de délestage remerciement des amis. C'est-à-dire que les œuvres d'art qui ont été restituées aux pays africains, elles ont été restituées qu'au régime ami de la France. Macky Sall au Sénégal, qui est parti, qui a été viré par les urnes, Talon au Bénin, Ouattara en Côte d'Ivoire et Radzoel à Madagascar. C'est comme on donne des bonbons. Ah, vous avez été sympa avec nous, voilà, vous voulez une relique, vous voulez... Donc, là encore, derrière la restitution, il y a
de la com stratégique. C'est pas on n'est pas dans une logique de désintérêt, en tout cas. Alors, il y a un rapport donc par Bénédicte Savoy, Oui. il y a un énorme travail qui a été fait, bien sûr. qui vient. Elle a beaucoup travaillé en Allemagne sur cette question de restitution, et il y a une approche en Allemagne qui est un peu différente pour le coup par rapport à la France. Et alors là, effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment au compte-gouttes par rapport au nombre de collections qui sont concernées. Et donc l'appel de Bénédicte Savoy dans ce rapport-là était, de faire un geste, une vraie politique justement, et pas d'un geste, justement. une vraie politique de restitution beaucoup plus ample. Et on n'y est pas absolument pas. On n'y est absolument pas. Macron avait en 2017 expliqué qu'il s'engageait à ce que dans les 5 ans, il y ait une véritable possibilité de rendre de façon permanente ou temporaire les objets culturels. On est en 2025 et on commence tout juste à introduire au Parlement une politique qui permet effectivement un transfert de propriété de ces biens. Donc c'est des dizaines de milliers d'objets d'art, d'artefacts comme on dit, qui peuvent être restitués. Mais même cette politique de réforme du Code du patrimoine, elle permet effectivement de ne plus faire des lois ad hoc pour chaque, parce qu'avant on faisait des lois pour chaque objet, pour le sabre dit d'El Hadj Omar au Sénégal, pour le tambour parleur de Côte d'Ivoire, on avait des lois ad hoc à chaque fois. Maintenant, peut-être qu'avant 2027, on aura une loi qui permettra non plus d'avoir une loi discutée au Parlement, mais un décret du Premier ministre qui permettra de distribuer les objets de façon individuelle si les pays en font la demande. Donc là, on est toujours dans cette espèce de faux semblant, en fait, où on pense qu'il y a une politique très généreuse, alors qu'en réalité, c'est une politique à mon avis, très peu généreuse. Il peut y avoir tout à fait une conscience chez quelqu'un comme Macron ou chez ce genre de dirigeants d'extrême centre que se trouve attisée la logique identitaire très porteuse en politique à droite, puisqu'on voit bien que en ce moment, par exemple, un bon exemple, c'est Laurent Wauquiez avec sa politique de défense civilisationnelle de nos ancêtres les Gaulois. On en revient là, c'est quelque chose qui est complètement infantile, mais qui est absolument assumé, en termes de défense de la civilisation gauloise. C'est comme ça que Wauquiez justifie C'est comme ça qu'il justifie, sans rire, il a été premier à l'agrégation d'histoire, je le rappelle, c'est comme ça qu'il justifie de couper les subventions à certaines associations de sa région Auvergne pour les reverser vers donc, ce musée de la civilisation gauloise. On voit très bien que, c'est pas dit explicitement, quoique ça peut l'être au fond, derrière, il y a l'idée que nous sommes assiégés et que notre civilisation, comme celle des Gaulois, qui d'ailleurs était la nôtre, est en danger à cause du grand remplacement. Derrière, il y a quand même cette idée. Et on retrouve cette question de la peur des autorités face à des revendications mémorielles qui sont aussi des revendications politiques pour le présent, d'ordre social et politique pour le présent. Et je trouve que les rapports totalement ambivalents d'Emmanuel Macron avec Philippe de Villiers sont vraiment parfaitement emblématique de cette situation. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont copains comme cochons. Il y a eu des visites extrêmement chaleureuses. D'un autre côté, pour peu qu'Emmanuel Macron se fasse photographier, je ne sais plus à quelle occasion, avec des rappeurs noirs à moitié travestis, là, De Villiers est à la tête de la révolte de l'extrême droite contre la décadence dont Macron est emblématique. Mais ça n'empêche en même temps que, d'ailleurs, De Villiers le disait lui-même, j'ai pas envoyé mon livre, je crois, Populicide à Macron, parce que je sais qu'il va me dire qu'il est tout à fait d'accord. Voilà. Il est trouvé formidable. Voilà, il va le trouver formidable. Si c'est vrai ou si c'est faux. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est le néant. Macron, mais donc il me semble que la question que vous posiez l'un et l'autre. Produit quelque chose. Oui, c'est vrai. Oui, la question que vous posiez l'un et l'autre, est-ce que ces deux aspects sont antithétiques, gestion des tensions mémorielles en termes de communication, de commission, d'un côté, de l'autre, j'allais dire ensauvagement de l'extrême droite autour des questions identitaires. Et c'est quelqu'un qui n'est pas censé être d'extrême droite, à mon sens, qui en est emblématique, tout autant que Zemmour, à savoir Wauquiez, je le disais, tout autant que De Villiers. Est-ce qu'il y a contradiction ou pas? Voilà. Pour moi, c'est quand même... Je pense qu'il a fait il fait une politique en même temps, parce qu'il n'a pas le choix. Donc il essaie finalement de donner des gages à gauche, tout en
menant une politique socialement de droite, quoi. Bon, voilà, et que le mémorial rentre dans ce schéma-là. Parce que si on est sur Macron, ce qui quand même est à signaler, c'est ce diagnostic qu'il a porté en 2015, 2016, 2007. Il fait une interview dans Le 1 en parlant finalement d'un vide suite à l'exécution de Louis XVI. Ah oui. Oui, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que ça dit bien aussi quelque chose sur le personnage. On parlait du roi Thaumaturge tout à l'heure. Hein. Comme s'il manquait quand même quelque chose à la France depuis la Révolution française et l'exécution du roi. Hein. Il parle d'un grand vide. Les Français n'ont pas voulu la mort du roi. Hein, voilà, les Français n'ont pas voulu la mort du roi. Et donc je mets en parallèle sa question de réarmement. Hein. Donc il s'est présenté comme celui qui allait à la fois réconcilier, mais aussi réarmer un imaginaire. Je reprends ces termes. Hein. Réarmer un imaginaire national. Hein. Donc on est effectivement centré sur la nation. Donc il y a vraiment dans sa proposition, enfin à la fois sa représentation du passé et sa proposition aux Français, je dirais en 2016-2017, quelque part, tout était là, hein, de ce qui est arrivé ensuite. Tout était dans cette nostalgie. Là, on revient pour moi sur la nostalgie d'un pouvoir monarchique, et en même temps sur une dimension, je dirais, plus guerrière, hein, de réarmement. On est sur un vocabulaire guerrier autour de la nation. Et cette nostalgie qu'il cultive s'articule avec sa propre jouissance personnelle d'un pouvoir monarchique. Et ça va très loin, parce qu'on sait, par exemple, c'est je crois, l'avocat Ari Halimi qui a raconté qu'il s'est vu rétorquer par Macron la formule de Schmitt sur la souveraineté en allemand, hein, la formule de Carl Schmitt, qui dit que le souverain, c'est celui qui décide de l'état d'exception. Macron la lucide en allemand, et il ajoute, le souverain, c'est moi. D'un côté, de l'autre aussi, je renvoie à cette prise de position vraiment fascistoïde de sa part, dans laquelle il dit dans la revue Études, hein, et c'est repris dans Le Monde, l'Europe est un continent de petits bourgeois amollis, mais ce qui me rassure, ce qui me donne espoir, c'est que le tragique de l'histoire revient. Donc la régénération par la guerre, d'ailleurs, hein, quand même, et le resserrement de la nation autour du souverain, c'est-à-dire de lui, c'est son imaginaire de départ. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec le Covid, la crise du Covid, sur le vocabulaire guerrier. C'est omniprésent. Hein. Ça a été déjà étudié, ça. Hein. Et maintenant, la préparation à la guerre, qui va venir de l'Est, hein, nécessairement. Donc tout ça, au fond, est quand même assez cohérent et au fond, n'opposerait pas complètement cette politique mémorielle pacificatrice d'un côté et cet ensauvagement identitaire de l'autre. Hein, pour moi, c'est les deux faces du en même temps, quoi. Une politique nationaliste d'aspect progressiste et un fond nationaliste tout à fait classique, quoi. Je voudrais qu'on termine sur la question non plus des restitutions, mais des réparations, c'est-à-dire des dédommagements qui peut arriver qu'une puissance, une ancienne puissance qui reconnaît avoir commis des crimes, fasse à l'endroit des descendants de ceux qui ont été lésés. Il y a le cas d'Haïti en ce moment, qui revient. C'est un cas terrible, hein, extrêmement douloureux, celui des réparations qui ont été exigées et obtenues par la République française après la Révolution haïtienne pour accepter l'indépendance de cette république issue des esclaves, hein, des anciens esclaves d'Haïti en 1825. Oui, Thomas. Non, moi, je termine le papier du Monde diplomatique sur cette question-là parce qu'au moment où je commençais à la rédiger, Emmanuel Macron annonçait par un communiqué de l'Élysée qu'il allait mettre en place à nouveau une commission mixte franco-haïtienne, pour le coup, qui allait réfléchir alors, il y a toujours les termes de histoire commune, mémoire partagée, etc., entre la France et Haïti, mais que la question de l'indemnisation et cette question des réparations ne serait pas exclue de la réflexion. Donc il ouvre une porte là sur la question de la réparation pour la première fois, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de bavardage sur le mémoire, mais il n'y a ni excuse, ni ouverture vers des réparations. Il faut souligner à quel point ça a pesé, cette affaire, sur la pauvreté extrême d'Haïti depuis donc c'est un énorme dossier dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais quand je discutais, donc quand je rédigeais ce papier et que je discutais avec toute une série d'interlocuteurs, dont toi, évidemment, on parlait de la question des réparations et notamment dans le cas haïtien. Et un certain nombre de mes interlocuteurs disaient, en fait, là, Macron est coincé parce que
il est bien obligé de faire du mémoriel aussi sur les questions, sur le dossier franco-haïtien, mais il sait que là, il y a une sorte d'énorme piège, puisqu'on va parler d'argent. On va parler non seulement d'argent, mais on va parler de milliards et de milliards d'euros. Et donc, comment il peut s'en sortir ? Bon, moi, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais à mon avis, il joue la montre. C'est-à-dire qu'il se dit, on va créer une commission mixte. Déjà, 6 mois plus tard, on ne connaît toujours pas la composition de cette commission mixte. Mais on en parle, ça apparaît comme une rupture. On en parle, ça apparaît comme une rupture. Et puis, de toute façon, en 2027, Macron, il ne sera plus là. Son successeur ou sa successeuse, elle ne va pas lâcher 30 milliards. C'est évalué à 30 milliards. C'est évalué à au moins 30 milliards à Haïti, vu la situation budgétaire dans laquelle est la France. Donc, en réalité, de mon point de vue, c'est encore une fois de l'esbrouf. Il fait semblant de s'engager sur un dossier qui ne sera pas respecté par celui ou celle qui va suivre. Par ailleurs, de toute façon, il pouvait rien faire sur ce dossier. Il est obligé de parler de réparation dans la mesure où l'ONU elle-même demande à ce que les États, notamment la France, s'engagent dans les réparations. Et par ailleurs, d'autres pays, la Hollande, l'Allemagne, sont déjà engagés dans des processus de réparation financière. Alors moi, je ne sais pas si finalement la question mémorielle doit aboutir nécessairement à une réparation financière, parce qu'effectivement, qu'est-ce que la réparation ? Là, tu es beaucoup plus calé que moi pour en parler, mais en réalité, ce qui était intéressant chez mes interlocuteurs, que ce soit des gens d'origine haïtienne ou africaine, me disaient, nous, en tout cas, les mots doux et les formules creuses de Macron et de ses amis ne nous intéressent pas tant qu'on ne parle pas de choses un peu plus concrètes. Et les réparations, c'est une façon d'en parler de façon très concrète. Voilà. Les réparations matérielles, c'est, je dirais, un nouveau volet, justement, du litige colonial entre colonisateurs et anciens colonisés. C'est vrai en France avec cette question d'Haïti. C'est vrai aussi en Allemagne, quand on regarde la question en Allemagne et des demandes d'indemnisation qui sont faites depuis maintenant des années par des descendants des Herero et Nama, et donc sur la question du génocide. Premier génocide du XXe siècle. Voilà. Donc, et là, c'est intéressant à analyser parce qu'on voit un pouvoir politique qui essaye de négocier pour le payer quand même, en gros, finalement, le moins possible, mais aussi acquis, puisque on a des revendications mémorielles par des descendants, et puis on a aussi la Namibie qui considère que c'est finalement à cet État de recevoir une indemnisation pécuniaire. Donc, on est sur tout ça en ce moment qui est vraiment extrêmement intéressant. Je dirais on est à la fois sur du symbolique, mais là, pour le coup, pas que. Et c'est ça qui va choper certainement sur la question d'Haïti, qui a, et donc il faut le repréciser d'un point de vue historique, effectivement, qui a été un pays extrêmement affaibli, condamné pour son abolition. Donc c'est un pays, effectivement, ça vient de la révolution de Saint-Domingue, donc c'est la première république noire. Et en fait, la France lui fait payer justement cet affranchissement des esclaves. Et donc, il s'occupe de sa dette avec un prêt considérable à taux d'intérêt pendant des décennies. Donc, il y a vraiment un dédommagement, il y a un préjudice financier. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais là, on n'est plus sur du symbolique, donc c'est intéressant. C'est ça. Et on voit bien, là encore, dans le cas d'Haïti, qu'il y a des effets actuels, l'extrême pauvreté de ce pays, qui découlent de cette histoire, de ces 2 derniers siècles, qui a été grevée par un préjudice infligé par la France. Merci beaucoup à l'un et l'autre, Thomas Delton donc, et Sébastien Ledoux, l'un et l'autre spécialistes des questions mémorielles, en particulier autour de la décolonisation, de la colonisation et de la décolonisation, d'être venus parler des politiques actuelles en la matière. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la page Facebook de La Grande Hache et suivre aussi le compte Blue Sky de La Grande Hache. Surtout, n'oubliez pas de soutenir le média qui doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Nous avons demandé cette fréquence et nous espérons l'obtenir. Signez et faites signer notre pétition sur tnt-d-1d.fr. pour une TNT libre, ouverte et démocratique. À bientôt sur le média.